Début du défi 30 jours, 30 livres. La raison pour laquelle vous n'allez pas voir ce défi en live, c'est parce que j'ai convaincu certaines personnes de lire certains livres avec moi et j'aurais aimé partager leur avis face caméra. J'espère que pourront le faire après. Mais moi, je dois lire le livre dans l'ordre des jours. Donc, nous sommes aujourd'hui le mardi 22 janvier. Voilà l'heure internationale. J'utiliserai toujours le même site qui est World Time Server, s'il ne crache pas. Donc il est 22h22 à l'heure internationale. À Paris, il est 23h22. J'ai commencé donc aujourd'hui, ce matin à minuit. Et je viens de terminer aujourd'hui le premier livre qui était celui-ci, Biomimétisme, on n'a rien inventé, de Alain Thierry et Cécile Breton, des animaux qui inspirent la science. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce qu'il est en occasion, il n'était pas trop cher. C'est le premier livre, il est vraiment pas long, il fait 124 pages avec des schémas, donc c'était pas le plus long. C'était un livre difficile à lire pour moi parce que c'est un livre de biologie, je suis pas du tout biologiste. Si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur le biomimétisme et que vous n'y connaissez rien, cette vidéo est faite pour vous. Si vous y connaissez un peu, vous êtes un spécialiste, voilà, pardonnez-moi pour mes erreurs, corrigez-moi, dites-moi des précisions si j'ai manqué des imprécisions, etc. Je vais probablement dire des choses pas forcément justes, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un premier jet, de lire quelque chose, de vous en faire part, pour vous montrer, voilà, que j'ai lu, et pour moi-même aussi, finalement, faire mon petit bilan de lecture, qu'est-ce que j'ai retenu de ce texte, etc. Le livre parle de biomimétisme. Qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? Ça vient de bios en grec et de mimesis. Donc bios c'est vivant, la vie, et mimesis c'est l'imitation. Donc c'est l'imitation du vivant. Voilà. Le biomimétisme, ce serait en fait simplement le fait de copier des pratiques qui existent dans le vivant pour les adapter à des pratiques humaines, artificielles, notamment dans les techniques et dans l'utilisation qu'on en fait. Les auteurs considèrent dans l'introduction que le biomimétisme, en fait, ce serait un outil pour créer des biens de manière durable. Le biomimétisme, pour les auteurs, c'est vraiment un enjeu contemporain immense parce qu'il donne des solutions à des problèmes qu'on a, qui sont des problèmes de réchauffement climatique, etc. On pourrait débattre sur le fait qu'on a des problèmes de réchauffement climatique, dans quelle mesure ils sont puissants, est-ce qu'il y aura un effondrement, est-ce qu'il n'y aura pas d'effondrement. C'est vraiment des débats de spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste, j'ai simplement lu le livre, je vous donne ce qu'il en pense. Le livre se sépare en deux parties, mais les deux parties sont assez similaires. En fait, il s'agit d'une collection, on peut le dire comme ça, c'est une collection de faits où l'homme s'est inspiré des structures animales pour créer des inventions à lui qui lui servent dans son règne. Alors, les auteurs commencent par le papillon. Le papillon qui a une iridescence particulière, c'est-à-dire qu'en fait, il a sur ses écailles, en fait, il a dans ses ailes des écailles et de la poussière. Et en fait, cette écaille, cette poussière ont des longueurs d'onde, c'est-à-dire que euh, ils sont capables, sont des écailles qui ont des stries et qui diffractent la lumière avec extrêmement beaucoup de lumière. Alors j'explique très très mal. Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle permet d'avoir énormément de lumière et il y a une entreprise qui s'en est servie pour créer des billets de banque où il y aurait une réfraction de lumière avec ce même mécanisme, avec énormément de couleurs, donc qui est difficilement reproduisible avec une imprimante ou quoi que ce soit. Donc ça permet d'avoir quelque chose dans la sécurité, dans la crypto-sécurité. Voilà. On se sert également des ailes de papillon parce qu'elles sont hydrophobes. Et en fait, le fait d'avoir des stries, donc ces écailles, ça permet d'avoir des plis. Et les plis font que les gouttelettes d'eau ne peuvent pas rester collées sur les ailes. Et on s'en sert pour créer plein de matériaux qui résistent, qui sont hydrophobes. Ensuite, l'homme s'est aussi inspiré du gecko. Le gecko, voilà, qui possède non pas des ventouses, le gecko c'est cette espèce de lézard qui possède non pas, qui est pas capable de se coller partout, qui possède non pas des ventouses, mais ce qu'on appelle des lamelles. Ces lamelles sont constituées des scansors, de stétules et de spatules. En fait, c'est des petites lamelles comme ça. Il faut imaginer une main comme ça qui est divisée, coupée. Et en fait, à l'intérieur de ces coupures, il y a encore des recoupures et il y en a encore une troisième couche. Ça fait des millions de micro-coupures et elles permettent de rester collées au mur grâce à ce qu'on appelle les forces de Van der Waals.
qui en fait une électricité, des forces, une interaction qui est au niveau atomique. Voilà, une force d'électricité qui permet de rester collé. Alors le problème c'est que c'est difficile à adapter puisque les geckos restent sur la paroi du mur, mais seulement une fraction de seconde. Et en fait, ce mécanisme fonctionne grâce à cette impulsion électrique, mais seulement une fraction de seconde et pas plus. C'est adapté pour les geckos, mais difficile à mettre en place pour nous. Voilà. Évidemment aussi l'invention du velcro qui permet de tenir. C'est une invention tirée de la bardane. C'est une plante qui est capable de voyager des milliers de kilomètres parce qu'elle se colle parfaitement sur la peau des animaux. Et on a repris cela pour utiliser les crochets et pour utiliser donc les velcro. Donc ce sont des velours à crochets, c'est-à-dire qu'il y a il faut imaginer quelque chose comme ça, une feuille avec des petits pores et des sortes de boutons qui permettent de coller et faire en sorte que ce soit hyper résistant. Des applications en médecine, donc l'importance de la biomimétique en médecine, notamment avec le ver parasite. Quand on porte une aiguille dans le bras, et bien cette aiguille, on va dire qu'elle est un peu destructrice, elle détruit certaines fibres, certains vaisseaux sanguins. Et en fait, la particularité de ce ver parasite, c'est qu'il a des sortes d'aiguilles comme ça. Et en fait, les aiguilles, une fois plantées, parce que ça lui permet de rester là où il le veut, une fois planté, donc ce qu'on appelle son proboscis, c'est son organe, voilà, justement ce pic, ce proboscis, et bien une fois planté, il se gonfle à l'intérieur des vaisseaux et crée une sorte de boule. Alors je ne sais pas si vous voyez ce schéma que j'avais fait, qui était dans le livre, voilà, comme ça. Je vais vous montrer le schéma du livre, avec le proboscis. Ça c'est pas ça, voilà c'est ça. Voilà le schéma. Et en gros, du coup, ça permet, une fois que c'est dans l'intérieur de l'épiderme, d'avoir une moindre réaction et de moindre destruction des matériaux sanguins. Voilà. Ça permettrait de remplacer des systèmes voilà, d'injection douloureux. Pourquoi pas aussi remplacer les systèmes des agrafes, quand on recoue, etc., qu'on colle des agrafes, puisque celles-ci peuvent détruire et abîmer la peau, etc., les tissus. Alors là, ce serait beaucoup moins corrosif. On a également la moule qui reste collée au rocher et on utilise les protéines de cette mouche pour coller et ça pourrait être des applications, l'auteur suggère qu'il pourrait avoir des applications pour coller les os, etc. Faire des microchirurgies beaucoup plus efficaces, beaucoup moins douloureuses. Voilà. Utilisation de la bioluminescence. La bioluminescence, c'est les lumières de la vie, comme par exemple les phytoplanctons qui s'allument ou les lucioles dans la nuit. Ce mécanisme fonctionne pour les lucioles à travers la lumière du vivant. Ce qui se passe, c'est que, en fait, comment ça il crée de la lumière sans créer d'électricité? En fait, il y a émission d'un photon et désactivation d'une molécule. C'est-à-dire qu'on va convertir de l'énergie chimique en énergie lumineuse. Et en fait, la particularité de ça, c'est que ça va générer beaucoup moins de chaleur. Euh, et en fait, on va essayer de s'inspirer de ces mécanismes de lumière. Parce que par exemple, nos lampes, elles éclairent, mais leur mécanisme fait qu'elles produisent énormément de chaleur. Probablement 90% de chaleur sont produites. Alors que les lucioles, leur mécanisme fait qu'ils produisent moins de 20% de chaleur en général. Donc beaucoup plus de lumière et beaucoup moins de chaleur. Alors c'est quoi l'intérêt de ça? C'est que voilà, ça peut créer ça peut être utilisé pour des lumières douces, écologiques, économiques. C'est notamment la startup Glowy qui essaie de créer un espace urbain uniquement avec justement les lumières de ces vers, de ces phytoplanctons, pour limiter la pollution lumineuse qui est très présente dans les villes, parce qu'en fait ce seraient des lumières beaucoup plus douces, beaucoup plus adaptées, et déduire aussi des coûts économiques, écologiques. Voilà. Probablement il doit y avoir aussi également d'autres implications, mais il faudrait voir juste ensuite. On s'est servi aussi du biomimétisme dans l'art, notamment l'architecture. Alors il y a deux types. Il y a au 19e siècle, on considérait la nature plutôt comme un ornement. C'était une manière voilà, de faire quelque chose de beau. Alors qu'aujourd'hui, au 20e et au 21e siècle, on va utiliser la nature comme un outil qui permet de répondre à des problèmes et des problématiques écologiques. Voilà. En ce sens, il faut distinguer l'architecture biomimétique et l'architecture bionique ou
biomorphique. L'architecture bionique ou biomorphique cherche à reproduire des formes naturelles sans souci d'environnement, alors que l'architecture biomimétique cherche ou d'une part à créer une solution que possèdent les animaux sur un problème architectural, ou bien à reproduire une structure du vivant pour en avoir de nouvelles applications et créer de nouvelles choses d'un point de vue architectural. Par exemple, dans l'architecture, on a fait ce qu'on appelait... Où est-ce que j'avais noté ça? C'est oui, le tatou à 9 bandes. Le tatou à 9 bandes qui a des pattes en fait qui captent l'énergie géothermique, donc la chaleur du sol. Et il y a toute une maison qui a été faite, refaite comme ça. Je crois qu'elle s'appelle l'Armadillo del Sol, je sais plus. Toute une maison qui a été faite comme ça où justement elle capte la chaleur thermique et donc elle entre guillemets s'auto-chauffe. Voilà, en utilisant le mécanisme de ses pieds de ce tatou à 9 bandes. Voilà. Pour les auteurs, les structures du vivant sont efficaces. Multa in paucis, ils disent, c'est-à-dire beaucoup de choses en peu. On a utilisé aussi également la nature pour se déplacer, parfois pas comme on pourrait le penser. Par exemple, voler, ça c'était un rêve idiot et c'est vraiment le biomimétisme à l'état primaire. Pour voler, qu'est-ce qu'on a fait? On a copié carrément la structure des oiseaux. Donc c'était vraiment très direct, une approche très puissante. On veut accomplir des choses, on regarde ce qui se passe dans la nature et donc on les accomplit ensuite. La nature comme un outil pour nous permettre d'acquérir nos compétences. Les plantes qui ont inspiré donc les avions, paradoxalement, pas forcément les insectes. Ils prennent la graine d'érable. La graine d'érable, elle a la capacité à avoir une auto-rotation. Parce qu'en fait, en gros, la graine d'érable, quand elle tombe, elle fait comme ça. Et donc, elle tombe pas comme ça. Et ça a donné l'architecture de l'autogire, qui est une forme dual M, qui a une aile qui est comme ça, tac, et donc qui lui permet de ne pas tomber facilement. Voilà. Aussi également sur nos skis, il y a ce qu'on appelle un mécanisme qui est proche du ptérostigma. Le ptérostigma, c'est qu'il y a des petites libellules, et les libellules, elles possèdent sur leurs ailes une sorte de petit rectangle noir qui permet en fait, alors là j'ai lu, c'était vraiment des expériences assez poussées de calcul physique dont je ne maîtrise pas, mais que en gros ça permettait à la libellule d'encaisser les chocs lorsqu'elle allait beaucoup plus vite, d'encaisser les chocs de l'air et de moins vibrer. Et c'est ce mécanisme-là qui existe sous certains skis. Voilà, éviter la vibration pendant les vols, et ce mécanisme évidemment a été utilisé pour les avions dans les années 1930. Voilà. Conclusion des auteurs, ils parlent ensuite des dangers d'abord de considérer le biomimétisme comme un message caché du divin. Ils ne veulent pas que pour eux c'est une réappropriation du biomimétisme d'y voir un message de Dieu parce que Dieu aurait tout fait, Dieu aurait tout fait dans la nature et donc tout ce qui est fait dans la nature est bien fait. Pour eux au contraire c'est précisément ce qui fait la différence entre la nature et la culture. Si on a tendance à valoriser dans le discours contemporain la nature au profit de la culture, puisque la nature nous apporterait ce dont on aurait besoin, et la culture, au contraire, nous rendrait plus esclaves, nous détruirait nos forces. Avec cette idée depuis un peu la Seconde Guerre mondiale que l'homme a créé ses armes de destruction de quelque chose d'artificiel et qu'il faut qu'il revienne un peu à la nature pour retrouver un mode de vie plus sain. Pour eux, ce discours est peut-être vrai, mais en tous les cas, il y a quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir une vision manichéenne. Pour eux, c'est une vision manichéenne. S'il y a une différence entre la nature et la culture, c'est la différence dans la conception. Dans la nature, il n'y a pas de conception de ce qui se passe. L'évolution se fait au gré des hasards, alors que dans le règne humain, la nature, l'artifice, la création, la technique, donc tout ce qui est du domaine de la culture se fait sous l'ordre d'un effort, d'une volonté consciente d'elle-même. Voilà. La technique en elle-même n'est pas un problème, au contraire, elle permet de résoudre beaucoup de problèmes. Voilà. Et pour eux, le biomimétisme, ce serait justement, au fond, cette utopie. Le biomimétisme, pour eux, est une utopie qui permettrait de réunir ensemble nature et culture. Et enfin, ce serait le concept qui permettrait de donner fin à à ce combat, à ce conflit, à ce hiatus entre la nature et la culture, et tout pouvoir s'unir et vivre en harmonie, où les hommes imiteraient les principes de la nature, mais en même temps respecteraient cette nature, précisément parce qu'il y a des outils dont il a besoin, et justement afin que
puissent travailler en harmonie et qui puissent en plus respecter la nature, puisque le but du biomimétisme, c'est de trouver des mécanismes ingénieux, écologiques, pour être durable sur le long terme. Voilà. Ce que j'ai à dire personnellement, déjà, je voulais dire limite du projet. De ce projet, j'ai choisi beaucoup de livres. Vous allez le voir par la suite, il y a beaucoup de livres dans plein de domaines que je connais pas, que je maîtrise pas. C'est un peu les limites du projet parce que finalement, je pourrais pas trop approfondir. Par exemple, la distinction entre biomimétisme et euh, entre bionique, biomimétisme et biomorphique. C'était pas dans le texte lui-même, j'ai dû faire des recherches spéciales pour moi-même regarder un peu. J'ai regardé, j'essaie de bien comprendre ce qu'il disait parfois. Pour le ptérostigma aussi, je suis allé regarder, donc ce truc sur les ailes des libellules. Il y a beaucoup de vocabulaire et je pense que ceux qui sont un peu connaisseurs de la matière pourront avec plaisir s'adonner à la lecture de ce livre. J'admets que moi, c'était parfois difficile de le lire. La lecture était très agréable, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je voulais dire par là, c'est que bah, j'avais pas forcément les bagages techniques et donc du coup, à chaque fois, je me pose des questions sur le mot, etc. Donc c'était pas facile. Donc limite du projet dans l'approfondissement, c'est plutôt un projet de généraliste et pas un projet de spécialiste. En tout cas, c'est les premières conclusions que j'en tire. Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Utiliser la nature pour mieux vivre, c'est vraiment le credo du biomimétisme. Euh, voilà. J'ai été aussi plus attentif aux livres, plus attentif à ces détails. Moi, je suis quelqu'un qui ne termine pas les livres. J'en parlerai probablement dans le bilan de lecture. Je suis quelqu'un qui ne termine pas les livres. Et là, le fait d'avoir lu et d'avoir fait ce défi, ça m'a fait terminer obligatoirement le livre, que j'aurais probablement lu 30 pages, 40 pages, 50 pages, mais j'aurais probablement pas fini, j'aurais déposé. Et là, au moins, c'est fait, c'est lu. J'ai un petit résumé là que je peux proposer qui me servira pour moi-même et pour vous, je l'espère surtout. Donc voilà, j'aurais plus besoin de le lire, je pourrais le redonner à quelqu'un sans problème. Voilà, donc là, il est 22h40. Je vais commencer directement la lecture du deuxième livre. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Je commence maintenant parce que demain, je travaille. Voilà, je suis dans des conditions où je travaille 35 heures par semaine. Donc le but, c'est aussi de voir ce que je peux faire dans ce défi, est-ce que ça peut fonctionner. Est-ce qu'on peut faire ça même en travaillant ou en ayant une activité à côté. Voilà, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à corriger, à améliorer ce que je dis. Si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de défi, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.